Bonjour à tous, vous êtes de retour sur la chaîne Basket Session Reverse et on vous remercie d'être au rendez-vous, vous êtes de plus en plus nombreux. D'ailleurs, n'hésitez pas au passage, si vous regardez la vidéo sans être abonné, à vous abonner, à mettre un like. Et voilà, j'ai fait mes 10 secondes de vrai youtubeur à la mort ou deux morts. J'allais lâcher toute une flot d'insultes derrière, mais je vais m'arrêter là, je vais quand même pas me dénigrer. En tout cas, merci à tous de nous suivre. Aujourd'hui, CQFR ou Shai, on va parler d'une petite anecdote racontée par Shaquille O'Neal au sujet de Dennis Rodman, de son passage éclair express aux Los Angeles Lakers, qui a quand même marqué les esprits de Shaq, et il en a parlé dans le podcast avec Allen Iverson. Ouais, j'ai pas écouté tout le podcast encore, mais bon, c'est quand il y a ces 2-là, ça promet quand même des choses et des histoires assez cool. Mais c'est juste pour rappeler à quel point, parce que les gens qui regardent la NBA aujourd'hui ou depuis quelques années seulement, ils entendent que des histoires sur Rodman sans vraiment, se rendre compte parfois à quel point c'était fou qu'un joueur soit aussi fort dans son registre, tout en étant aussi taré en dehors. Et là, l'histoire racontée par Shaq, en fait, donc ça part d'une discussion. Il dit à Iverson: Dans une équipe où il y a Kobe, moi et Dennis Rodman, à ton avis, c'était qui la plus grosse superstar?» Derek Iverson, tout Fisher. de suite. Ouais, Derek Fisher, ouais. Iverson, il lui dit: «Bah, toi, évidemment». Il se dit: «Bah, c'est Shaq, donc il va me dire que c'était moi, il va reparler de son personnage et tout». Et il dit: «Non, non, c'est Dennis Rodman». Il dit: «Je te raconte. On avait rendez-vous pour le match à 17h30. Le mec arrive à 40 minutes du coup d'envoi». Déjà, ça commence bien. Bon, ça, voilà. En train de manger du poulet et du riz sans prêter attention à ce qui se passait autour, donc il est censé y avoir la conversation d'avant-match, le coach qui fait sa mise en place et tout. Et il dit, en plein milieu de la discussion, il part prendre une douche froide. Ensuite, on partait avant lui sur le terrain et il nous rejoignait qu'après. Et là, le mec, il prend 25 rebonds et c'est ce qui se passe après qui a choqué Shaq et qui fait que pour lui, c'est la plus grosse superstar. Donc déjà, tout ça, cette espèce de rituel où il a Ouais. l'air de s'en foutre d'être là et il prend 25 rebonds et il fait gagner le match. Il dit donc le mec, il prend 25 rebonds. Derrière ça, il pue la mort. Il remet ses affaires sur lui sans prendre de douche. Il part en boîte et là, il sert la plus belle femme que j'ai jamais vue de toute ma vie. Et, et après, il continue. Il dit le mec puait comme l'eau usée d'un camion poubelle, mais il avait des mannequins au cou en boîte. Moi, j'étais un fêtard, j'organisais des trucs, je voyais des filles, évidemment, mais j'avais jamais vu quelque chose de semblable à ce que faisait Dennis Rodman. J'étais dégoûté, pas à cause des filles avec lesquelles, enfin, qu'il fréquentait, mais parce que cet enfoiré ne se lavait pas le cul. Euh, la séquence, j'étais mort de rire en voyant la séquence. Je me suis dit, ce serait marrant d'en parler parce que c'est Ouais, l'anecdote Dennis est assez Rodman dans sa légendaire. splendeur. Si Shaq est choqué par un mec qui fait des trucs comme ça, Shaq était, alors, il était professionnel, Shaq, de quelque part. Kobe avait beau lui reprocher un manque de travail et tout ça, c'était pas non plus, il arrivait pas totalement défoncé au match. Enfin, mais là que Shaq a été choqué par un Rodman en bout de course en plus, hein, aux Lakers, vraiment. Ouais. C'est voilà, c'est une anecdote. J'imagine, en fait, je revois la scène. J'imagine la scène où ils sont tous au taquet, hyper préparés, hyper prêts à faire un gros match, et Rodman et Phil Jackson qui est en train de parler, et l'autre il va prendre sa douche. Enfin, Je me je trouve ça génial. je me demande à quel point c'était un marginal dans le vestiaire, quoi. Parce que Ouais, l'anecdote est folle. Ça en dit long sur Rodman, il en a rien à secouer, quoi. Il venait, déjà qu'il en avait rien à secouer, ou presque, comme on même l'a vu dans avant. The Last Dance, quand il Ouais. jouait avec les Bulls de Jordan et Pippen et que les mecs avaient la meilleure équipe de tous les temps. Alors là, si tu le ramènes dans une équipe des Lakers qui était pas encore à pleine puissance, j'ose même pas te les joueurs de Dallas, tu sais, où les passages courts qu'il a fait aux Ouais. Mavericks à la toute fin de sa carrière, j'imagine même pas ce que c'était, quoi. Ça devait être fou, mais même, tu sais, même aux Spurs, même, enfin, oui, puis même aux Bulls, tu l'as dit, enfin, il y a des histoires où, tu as raison, il était totalement marginal. Ses meilleurs amis, souvent, c'était des membres du staff ou un joueur qui jouait pas du tout, des mecs qui lui servaient un peu de chaperon, tu vois? Et bah, aux Bulls, il y a eu Steve Kerr qui était mandaté pour, un peu pour checker ses sorties quand il avait 3 jours d'autorisation pour aller faire la teuf et qu'il revienne, en plein milieu d'une série de playoffs. Enfin, c'était un truc là, pour le coup, ça c'est des trucs qu'on reverrait pas aujourd'hui, en fait. Tu sais, on dit toujours, on a les discussions genre: «Ah, des mecs de certaines époques et machin». Je pense que Rodman aujourd'hui, là, pour le coup, dans les circonstances actuelles, avec le fait on soit facilement repérable partout, parce que en boîte, il y aurait des mecs qui auraient fait des pris des photos, des vidéos non-stop, en fait. Alors qu'à l'époque, tu Ouais. avais des paparazzis qui avaient quelques leurs entrées, qui arrivaient un peu à le traquer, et puis mais là, on sait tout ce qu'il aurait fait, à la minute près. Puis ça aurait tu si on apprenait qu'un mec avait une autorisation de 3 jours pour aller faire la teuf, avant une série de playoffs, enfin, aujourd'hui, ça passerait pour le coup, ça passerait plus. Et il y a plus d'encadrement au sein des franchises. Les joueurs sont moins livrés à eux-mêmes,
qu'à une époque, le fait qu'il y ait eu Bien plein de sûr. lycéens, à un moment, je pense que ça a joué. L'arrivée de tous les lycéens, il a Mmh. fallu cadrer parce que vu qu'eux étaient vachement livres, même ça mène sur un autre sujet complètement différent. Je vous invite à lire, il y a un livre de Jonathan Abrams, sur, Boys Among Men. C'est comment les premiers lycéens ont été complètement livrés à eux-mêmes dans les franchises parce qu'ils avaient l'habitude d'avoir que des hommes et des adultes et là, d'un coup, il y avait des gamins à gérer, des mecs de 18-19 ans et les gars, il y avait toutes les poubelles chez eux, ils faisaient pas à manger, c'était catastrophique. Hem À un moment où genre, là, les franchises se sont dit: «Bon, il faut quand même qu'on commence à s'occuper de nos joueurs un peu plus» et du coup, il y a aujourd'hui, un joueur, il est aidé de partout. Tu peux pas être, enfin, ce que fait Rodman, effectivement, je pense que ça je suis d'accord avec toi, je pense que ça n'arrivera plus, ou en tout cas, pas dans de telles proportions, quoi. Ma question, c'est est-ce que Rodman, est-ce qu'il aurait frayé avec la famille Kardashian à un moment ou pas, tu vois? S'il était aujourd'hui? C'est le premier qui aurait eu 2 sœurs différentes. Parce que C'est parce qu'il avait et voilà, pour l'époque, c'est ce que disait Shaq, il sortait avec, toutes les voilà, Carmen Electra, bon Madonna, c'est dans au niveau de la célébrité surtout, mais c'est ouais, aujourd'hui, ça aurait été une dinguerie totale. Bref. Allez, on enchaîne avec, LeBron. LeBron qui lui aussi était de passage dans un podcast. Son podcast, j'imagine de toute façon, c'est un des siens? C'était C'est le podcast de Shop, c'est un truc qu'ils ont tourné à oui, Paris. oui, mais The Shop, Ouais. c'est le sien, du coup, c'est C'est sur ça, hein, son c'est le média, sien, ouais. ouais, ouais, c'est une interrupted. Donc du coup, LeBron, qui revenait sur, bah, son association avec Bronny, ils vont jouer dans la même équipe, dans l'équipe de Ouais. son fils et voilà, son fils a interdiction de l'appeler papa sur le terrain. Et c'est drôle comme ça parce que mais je m'étais jamais posé la question, en fait. J'ai acté dans ma tête qu'ils allaient jouer, et devenir le premier tandem père-fils à passer même ne serait-ce que quelques minutes sur un terrain, mais c'est vrai que tu si tu joues avec ton père, même à un niveau amateur, tu l'appelles papa? Ça, c'est bizarre. Donc ils ont déjà C'est un peu statué dessus bizarre. et ah ouais, parce que là, à la limite, si tu joues en loisir, tu t'en fous, les gens autour, tout le monde se connaît, ça peut être détente, j'imagine que papa, fiston, ça peut marcher, tu vois? Mais là, bon, des basketteurs professionnels avec, des ambitions élevées, tout ça, c'est ce qu'il a dit, hein, c'est ce qu'il expliquait, dans l'interview et je m'étais jamais posé la question et c'est vrai que autant Bronny, c'est facile, LeBron il va continuer de l'appeler Bronny parce que c'est son prénom ou son surnom, c'est son nom d'usage. Mais Bronny, comment comment il fait? Et du coup, il a dit: «Non, il peut pas m'appeler papa au travail, on en a déjà discuté. Une fois qu'on a quitté le terrain d'entraînement et que les portes sont fermées, je peux être papa à nouveau. Pareil dans la voiture si on roule ensemble. Il peut m'appeler 23 ou Bron et là, ou GOAT s'il le souhaite, voilà, petit placement de produit. On ne peut pas être en train de remonter le terrain avec la balle et qu'ils me disent: «Papa, donne-moi la balle, je suis ouvert», hein. C'est sûr que Je je suis d'accord avec lui que papa demande la balle, je suis ouvert, ça fait très bizarre. Mais tu sais, même à un niveau amateur, il y a des équipes où il y a des coachs père-fils. Après, enfin, il y a un coach père et le fils qui joue dans l'équipe. Moi, ça m'est jamais arrivé, donc je sais pas trop comment il s'appelle. Mais, mmh, j'imagine que ça doit déjà faire un peu bizarre. Mais dans les séries clairement, dans les séries américaines, le fils, il appelle toujours son père coach dans les trucs sur les lycées et les facs ouais, et machin. j'imagine, Mais, en vrai, là, je sais pas, je t'avoue que mais c'est plutôt là, c'est pour ça que c'est encore différent, une relation, coach-joueur, même si c'est un père et un fils, tu vois? Mais là, c'est un coéquipier, c'est bizarre. anecdote personnelle, l'année dernière, la saison dernière, j'ai fait la table pour un match féminin où il y Mmh. avait le coach, il y avait ses 3 filles dans l'équipe. Et je peux te dire en fait, il y avait 3 nanas, c'est marrant, il y avait 3 nanas qui lui parlaient super mal et sur le coup, j'ai pas percuté, tu vois? Et moi, je faisais la feuille et je dis: «Non, mais c'est pas possible». J'ai dit aux mecs qui font la table avec moi, je dis: «C'est obligé, c'est la première, c'est qui lui parle mal». Je dis: «Mais c'est obligé, c'est sa fille, c'est pas possible. Comment tu parles comme ça à ton coach et tout?» Ah, je regarde sur la feuille, je vois même nom de famille, tu vois? Ouais. Je capte, c'est sa fille et je percute pas plus que ça et il y a 2 autres nanas qui lui parlent super mal, tu vois? Et je regarde et donc il avait ces 3 filles dans l'équipe, mais c'est vrai qu'elle l'a je pense pas alors c'était de l'allemand donc je captais pas tout, mais je pense pas qu'elle l'appelait par son prénom, mais J je crois pas qu'elle l'appelait tout court, tu vois? J'allais te dire, tu es sûr qu'elle lui parlait mal ou c'est juste parce qu'elle lui Ah parlait non, en non, non, allemand non, et que ça t'inquiète, sent elle en allemand, ça peut sembler un peu agressif, tu vois? C'est pour ça que je j'arrive à reconnaître, bon. non, non, je peux te jurer qu'elle lui parlait mal, Allez. mais bref, je digresse, pardon à ce ce mec qui raconte sa vie, mais voilà. Écoutez, vous venez pour un CQFR sur l'actualité, vous apprenez des choses sur le basket féminin allemand. Voilà, Mais c'est important. mais, mais non, clairement, il peut pas l'appeler dad. Par contre, peut pas l'appeler GOAT non plus, quoi. Non, tu Là, imagines? Bronny, il perdrait. Tu imagines ses adversaires? Ils sont là: «Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Mais tu ra» il va déjà devoir se positionner, se placer, de telle manière à ce qu'on essaye autant que possible d'oublier qu'il est là un peu par, Ouais.
par piston, hein, on va pas se mentir. S'il avait joué ailleurs NBA, on aurait pu un peu émettre vaguement l'idée que c'est parce que LeBron l'avait placé, tu vois? Ou, parce que c'est le fils de mais Ouais, là, là, il est c'est aux très Lakers clair. dans la même équipe, bah, bon, avec un on verra son temps de jeu, mais avec un temps de jeu qui sera peut-être supérieur à ce qu'il aurait eu ailleurs, s'il avait été dans une autre franchise. Donc déjà, il va devoir essayer de se démarquer, de faire son propre chemin de cette manière-là. Ça va être très compliqué. Donc si en plus au niveau, verbal sur le terrain, il y a papa: «Mais regarde papa, lui, il m'a fait faute». Enfin, tu vois, tu imagines les trucs, ça peut donner des trucs invraisemblables. Le moment où quelqu'un va bousculer Bronny. Isaiah Stewart, faudra checker le match où Isaiah Ah Stewart il joue oui! contre les Lakers. Oh là là, j'avais pas pensé à ça. Et s'il y a des mecs qui vont vouloir le provoquer, c'est sûr. Bah, ouais, j'imagine. Après, je pense qu'il y a quand même un paquet de gars qui ont du respect pour LeBron et qui, du coup, Mmh. presque par principe, mais il y en a quand même quelques-uns qui en auront rien à secouer. Et la question aussi, elle se pose pour JJ Redick sur comment il va faire jouer, Bronny parce que lui aussi, il est un peu, entre guillemets, «suspecté» d'avoir Ouais. été pistonné par LeBron. Mmh. Heu, S'il fait jouer le Bronny de grosses minutes, ça va renforcer cette suspicion donc moi je sais pas si Bronny jouera beaucoup de matchs en Non, NBA il pour a pas être joué honnête. beaucoup. Je Le pense pas plan, qu'il c'est ce qui était s'il joue intéressant plus que dans 20, je serais surpris, hein. c'est ce qui était intéressant dans ce qu'avait dit Reddick il y a quelques semaines, où il avait expliqué que le plan, c'était surtout de le faire jouer en G-League. Donc déjà, c'est intéressant Ouais. de mettre il a quand même posé ça. Il a dit: «Évidemment, pour l'histoire, ils vont le faire jouer parce que, alors on Ah sait oui, jamais non ce qui peut ça se passer avec une blessure ou quoi, donc ils vont le faire jouer au début». Mais, il a des idées sur comment l'utiliser déjà et puis sur quel joueur ça peut être. Pour lui, ça doit être surtout un défenseur avant tout et après développer les qualités, son mmh. rêve, c'est que ce soit un mec genre, le Dort quoi, en plus petit, mais et moins Ouais, c'est ça. musculeux pour l'instant. Mais, donc c'est intéressant qu'ils disent pas: «Ah bah attends, c'est le fils du GOAT, on va forcément l'utiliser, vous vous rendez pas compte». Voilà, donc j'aime bien que lui, il tempère un peu ça. Non mais Bronny a un profil qui où il y a une voix en NBA, c'est juste qu'il en est encore loin et qu'il est quand même, mine de rien, petit. Oui. Faut reconnaître que sa taille, voilà, on sait que la taille ça compte en NBA, ça joue donc ça veut pas dire que tu ne peux pas jouer du tout, mais ça limite des fois les possibilités, surtout si tu es pas un excellent joueur, heu, d'ail rien à voir. Il y a une rumeur qui est passée sur Isaiah Thomas et ça venait pas d'un compte parodique, donc je sais pas à quel point c'est vrai, mais ça venait pas d'un compte parodique. Isaiah Il Thomas, avait lequel? le joueur des Kings, oui, c'est vrai que Ouais. les 2 sont petits, mais c'est le plus petit des 2. Ouais. Quoique non, je sais même pas si c'est le plus petit des 2, je pense. Oui, Oui, si, oui, si. c'est le plus petit des 2, hein. Et donc Isaiah Thomas, il devait avoir un workout avec les Kings. À me prendre avec des pincettes, c'est cette rumeur, je suis désolé de vous la donner, c'est vrai que je l'ai pas assez vérifié. Pas de travail de journaliste là-dessus, mais j'ai vu passer le tweet et ça venait quand même de Brian Windhorst. Apparemment, il voulait être dans le 5 majeur sur le workout, genre c'était pas négociable pour lui et du coup, ils lui ont dit: «Bah, vas-y, laisse tomber alors le workout». Faut la vérifier Ah ouais. celle-là, mais si c'est vrai. Mais c'était avec qui le enfin, faut voir quel joueur était présent, tu vois? Si Il y c'était avait l'équipe ils avaient fait actuelle, venir bon. pas mal d'anciens, il y avait pas mal il y avait j'ai oublié la liste des autres gars, mais il y avait pas mal de gars, qui ont pas été depuis longtemps en NBA. Je la vérifierai, Mais j'essaierai d'y dans dans regarder demain, parce qu'on dans vous tous les donne cas, pas mal de je sais pas si un gars qui s'est autant accroché qu'Isaiah Thomas depuis, parce que le nom là, c'est pas le premier. Je pense qu'il en a marre aussi peut-être des workouts et des il arrive à avoir des bouts de micro-contrats, des essais et tout et lui, c'est enfin, psychologiquement alors j'ai un fait pour lui, j'avais écrit un article sur lui, sur son passage à Boston qui était incroyable et puis sur ce qu'il y a eu après, mais c'est fou de passer en aussi peu de temps d'un mec qui est idolâtré dans la plus grosse franchise, l'une des 2 plus grosses franchises de l'histoire de la NBA, qui il peut pas signer le contrat qui met sa famille à l'abri, jusqu'à la fin des temps et derrière, c'est la débandade, quoi et là, maintenant, on te rend compte que c'est un mec qui était, bon, il était All-Star ça commence à remonter un peu, mais c'était la star des ouais. Celtics il y a pas si longtemps et là, il s'accroche pour choper des contrats ou juste pour avoir droit de faire des workouts donc alors je dis pas qu'il avait raison de dire: «Je dois absolument être titulaire dans un match, d'opposition pour, mais je peux qu'imaginer la difficulté du mec qui s'accroche comme ça alors que quand tu as connu des hauteurs comme il en a connu. Je suis d'accord avec toi et on vérifiera parce que mine de rien, c'est vrai que c'est une info que je vous donne comme ça et pareil, hier, ça nous permet de faire un démenti. On a Mmh. parlé de Russell Westbrook, Christian Brown. Mmh. Bon, c'est là où c'est dommage parce qu'on arrive toujours évidemment en deuxième lame derrière les Américains sur ce genre de sujet et on est un peu, prisonnier de ce qui se passe aux États-Unis et c'est à nous de prendre des pincettes. Mais cette affaire a été démentie depuis par Russell Westbrook. Russell Westbrook qui a indiqué que voilà, Christian Brown n'a pas essayé, enfin, pardon, je redonne le contexte. Christian Brown aurait demandé Russell Westbrook aurait demandé à Christian Brown le numéro 0. Christian Brown aurait refusé. Ça, c'est la rumeur dont on a parlé hier, qu'on a commenté hier.
On l'a présenté comme une info et au final, Russell Westbrook, depuis, a démenti dans un tweet. Il a dit que de toute façon, c'était une nouvelle équipe. Il avait l'intention de prendre un nouveau départ, qu'il n'a même pas parlé de ça avec Christian Brown. Alors voilà, c'est un démenti de Westbrook. Maintenant, on va Le savoir démenti, quelle bah, est la bonne, j'ai eu l'impression on que va le savoir démenti quelle est la était pas bonne version. forcément écrit par lui, vu les termes utilisés, je sais pas, hein. Ça fait Je très suis pas c'est corporate, sûr. mais on va c'est lui, c'est sa version, donc on va le croire lui, hein, on va dire, il y a pas de souci. C'était pas non plus invraisemblable qu'un mec veuille pas lâcher son numéro en arrivant, tu vois? Si Oui, oui, les bien mecs qui avaient sûr. sorti ça, c'était pas enfin bon, c'est pas ça, c'était pas sorti de n'importe où. Bon, il y a eu la rumeur et Westbrook l'a démenti, il y a pas de souci. Moi, c'est juste que le communiqué m'a semblé un peu, voilà. Bah, C'est oui, vrai de que toute façon, j'avais l'intention de changer de numéro, je lui ai rien demandé. Laissez notre jeune star tranquille. Il a mis ça. Ça commence comme ça, ouais. il a dit: «S'il Non, vous plaît, laissez notre jeune star tranquille». tu as raison. C'est vrai que j'avais pas réfléchi à ça, mais effectivement, de toute façon, c'est non, c'est un point de vue intéressant. Après, de toute façon, on saura peut-être Oui, pas, qui est mais un point qui n'a aucun enfin, en soi, qui n'a aucun intérêt. C'est juste que tu te dis: «Mince, il est» ça témoigne un peu peut-être d'un changement de statut pour Westbrook. C'est vraiment le dernier chapitre. Est-ce qu'il arrive et qu'il dit: «Moi, j'aimerais ça» et qu'il y a un mec qui a 0 enfin, qui a 0 CV. Il a plus de titres de champion NBA que Russell Westbrook, mais enfin, voilà, c'était intéressant en soi, comme interaction, tu vois? Comme dynamique dans une équipe. Mais si c'est faux, bon, bah, ouais, croyons Russell Westbrook. On va pas inventer des fake news sur des fake news, tu vois? allez, 2 petits sujets, très brièvement, je vais peut-être on peut donner la perf de la nuit en WNBA. Ouais, A'ja Wilson qui a mis 42 points, mais défaite des Aces contre les Wings de Dallas, donc défaite de Las Vegas. Las Vegas, encore une défaite embarrassante contre une bah, équipe, faible a priori, très faible. avec 28 points de Satou Sabali notamment pour Dallas. Alors, moins faible depuis que Satou Sabali est revenu de blessure et des jeux olympiques, mais c'est une équipe qui est dans vraiment le bas du classement, donc elle était elle sous-performait en début de saison, là ça va un peu moins mal, mais c'est quand même une des pires équipes de la ligue. Il y a ici 5 défaites sur les 7 derniers matchs et c'est du tout A'ja Wilson. C'est-à-dire que là, tout passe par elle, 42 points, tu l'as dit, 16 sur 22, enfin elle est ultra dominante, fait une saison individuellement, exceptionnelle pour pas dire historique. Mais par contre, ça tourne plus du tout. Enfin, les Aces tournent plus du tout et c'est encore une fois assez inquiétant par rapport à d'autres équipes qui, elles, sont très bien lancées dans le sprint final et c'est inquiétant parce que c'est une équipe qui doit viser le three-peat, qui a la même équipe qu'avant et ça clique pas aussi bien. Donc il leur reste du temps pour essayer de régler des choses, mais tout ce qu'il y a eu sur le plan extrasportif, la fameuse fatigue mentale de l'équipe qui doit répéter les victoires dans une ligue très, très dense où il y a pas de match, gratuit, où tu peux, reposer tes joueuses et enfin, voilà, il y a que 40 matchs donc ouais, c'est un peu inquiétant pour les Aces. Ça n'enlève rien à la saison exceptionnelle que fait A'ja Wilson, qui est le visage maintenant numéro un de WNBA. Enfin, c'est la plus grosse star qui est actuellement, en termes de niveau. Elle a toujours été, selon moi, avant ça, un cran derrière des joueuses comme Brianna Stewart, par exemple. Là, maintenant, voilà, je pense que c'est la numéro un et c'est le visage même médiatique de la ligue. Et là, bah, elle claque des matchs à 42 points, 6 rebonds. Il est possible, voire probable qu'elle soit MVP à la fin de la saison, mais même si moi, j'ai un peu de mal, euh, tu vois, c'est comme la saison avec Westbrook, par exemple, une équipe qui est classée aussi bas. Alors, elles vont faire les playoffs, elles sont cinquièmes, mais il n'y a que 12 équipes. Pour moi, à l'heure actuelle, ce serait plutôt, on va pas rentrer dans un débat là-dessus, mais pour moi, ce serait plus Nafisa Collier qui a des stats aussi démentes et qui porte les Lynx jusque dans le top 2, top 3. Mais voilà, A'ja Wilson, magnifique, mais un peu trop seul à l'heure actuelle. Allez, vu qu'on est un peu sur les trophées, on peut rester sur les nominés pour le trophée Alain Gilles du joueur français de l'année. Mm. Donc, c'est un trophée qui ne décerne qu'un vainqueur, donc c'est hommes et femmes confondus. On va donner les nominés. Je te propose qu'on essaye de réfléchir si jamais il y avait deux trophées, un pour les femmes, un pour les hommes. Ouais. Et je sais qu'on a pas un désaccord, mais qu'il y a un petit débat. Ouais. Donc, chez les hommes, je vais donner les nominés. Il y a Victor Wembanyama, il y a Rudy Gobert, Mathias Le Sort, Gershon Yabusele, Franck Seguela, Nicolas Batum. Chez les femmes, Gabi Williams, Janelle Salin, Mariam Badian, Marine Johannes, Valériane Ayaï, Dominique Malonga. Mhm. Euh, Si on devait donner un trophée femme, tu le donnerais à qui? Déjà, ce serait bien. Parce que là, enfin, j'ai pas le palmarès sous les yeux. Il y a déjà des filles qui ont gagné. Je crois que Marine Johannes a déjà gagné le trophée. Mais ça invisibilise un peu, je trouve, parce que forcément, les accomplissements des mecs ont tout de suite l'air d'être plus importants ou de mériter plus la distinction. Donc moi, ça me dérange un peu. Je préférais qu'il y ait un titre homme, un titre femme. Ça permet de mettre en avant un joueur et une joueuse. Donc tu me disais pour les femmes, hein, c'est ça? Ouais. Pour les femmes, pour moi, j'ai même voté pour elle tout court pour le trophée entier. J'ai voté pour Janelle Salin. Parce qu'elle a fait une saison magnifique, une saison un peu de l'éclosion, mais elle est championne de France avec Villeneuve. Elle fait finale de l'Euroleague
avec Villeneuve. Personne ne les attendait. Elles vont en finale et elle a été déterminante là-dedans. Et elle participe à la campagne des Jeux Olympiques jusqu'en finale, sans être la joueuse numéro un. Il y avait Gabby Williams devant notamment, mais elle a quand même fait plutôt de bons JO, je trouve. Donc pour moi, c'est voilà, sur ces accomplissements-là, je la mets devant par exemple, bah, si je devais faire un trio, Mariam Badiane a gagné l'Euroleague par exemple, elle a fait aussi une bonne campagne olympique. Et puis bah, après Gabby Williams pour ses JO, parce que sinon sa saison avec l'Asvel a été, comme pour le reste de l'Asvel, un peu en demi-teinte, quoi. Donc voilà, chez les filles, je mettrais Janelle Salin sans aucune hésitation. Ouais, moi, j'aurais pas eu assez de recul. Je suis impacté par les JO, j'aurais mis Gabby Williams, mais évidemment, j'ai pas suivi la saison Euroleague suffisamment, donc c'est un échantillon beaucoup trop faible pour ma part, à mon avis, Bah, et, faut se rendre compte que ce et qu'a fait Villeneuve, inintéressant. c'est vrai qu'on en a Oui, pas beaucoup parlé à mais l'époque. ça, Ce qu'a fait Villeneuve, mais c'est par contre, je exceptionnel. sais que Villeneuve, elle est en finale, ouais. C'est dingue, enfin de l'Euroleague, hein, pas de l'Eurocup c'est vraiment de l'Euroleague, contre des machines de guerre, avec des superstars américaines dans tous les sens. Enfin, ils ont réussi à aller jusqu'en finale et Janelle Salin a été magnifique, des 2 côtés du terrain toute la saison et elle a fait partie de l'équipe olympique qui va en finale donc voilà, Gabby Williams a été fabuleuse, hein, fabuleuse pendant les Jeux olympiques. Sa saison régulière était un peu, était de très bonne facture, mais c'était pas non plus, ça mérite pas pour moi le titre, même si c'est peut-être elle qui aurait gagné s'il y avait eu un titre, hommes et femmes. Alors, chez les mecs, je vais commencer. Moi, Ouais, j'aurais mis Gershon. ouais. J'aurais mis Gershon. Et encore. Et encore, ils n'ont pas gagné l'Euroleague cette année, je sais pas. Je sais pas. J'étais avant bah, je vais donner le contexte. Avant le début du podcast, j'ai commencé par je sais pas exactement à qui je le donnerais, tu vois. Et euh, j'avais en tête trois noms. C'était Gobert, Wembanyama et Gershon. Euh, Mathias Le Sort a gagné l'Euroleague, par contre. Moi, pour moi, Mathias Le Sort a gagné l'Euroleague. tiens, le sort, c'est ben, tu on verra. Je te laisse continuer, mais vas-y. Et du coup, Théo est arrivé et a dit de toute façon, spoiler, c'est Wembanyama qui va le gagner. Et toi, tu as direct dit ah, tu verrais ça comme un. Je sais Enfin, plus si c'était le mot scandale. Ouais, c'est le mot pas un scandale que tu as scandale, mais pour employé. moi, ce serait abusé, ouais. Ok, alors vas-y. Ben, je vais te laisser dire pourquoi tu penses que ce serait abusé. Parce que du coup, on juge sur l'année, donc il a donc sa saison en club, elle est très bien. Il est rookie de l'année, il est nommé dans les meilleurs défenseurs, aux JO. Alors il a fait des plutôt bons JO pour une première campagne. Mais donc, pour moi, il est troisième ou quatrième. Il est pas plus haut. Parce que si tu regardes individuellement, après forcément, si tu prends la NBA, si tu décides que la NBA, c'est que de faire un tour de playoff en NBA ou de faire une bonne saison NBA, c'est supérieur à aller en finale de l'Euroleague ou de la gagner, bah c'est bon, c'est différent, chacun ses critères. Mais pour moi, il y a trois mecs qui se dégagent. C'est Mathias Le Sort, parce qu'il gagne l'Euroleague avec le Pana, et puis il a un rôle déterminant dedans, hein. Je vais pas rappeler son rôle avec l'équipe de France aussi pendant les JO. Il a été excellent. Il a fait partie des mecs qui ont réveillé l'équipe. Donc pour moi, il doit être en tous les cas dans la considération. Guerschon Yabusele, tu l'as dit, il fait une belle saison avec le Real. Ils vont en finale quand même de l'Euroleague aussi. Il est champion d'Espagne, si je dis pas de bêtises. Et dans les JO, pareil, pas besoin de rappeler le niveau qu'il a eu pendant les JO. Ça a été le Français le plus constant. Donc déjà, ces deux-là, pour moi, ils se démarquent presque. Après, il y a quand même Rudy Gobert. Alors, sa campagne avec les Bleus, on en a déjà parlé aussi, ça a été compliqué. Par contre, sa saison en NBA, ils vont en finale de conférence et il est élu encore défenseur de l'année, tu vois. Et je dis pas que c'est infiniment supérieur à ce qu'a fait Victor Wembanyama, c'est remarquable. Il est rookie de l'année. Défensivement, il est dans le meilleur 5 défensif, je crois déjà, et puis il est top 3 défense. Mais Deuxième, bon, j'ai dit Paul. voilà, c'est super, mais pour moi, il est dans la conversation, mais il doit pas gagner le titre pour moi. Je suis d'accord avec toi, hein. En fait, tu as Mathias Le Sort, par exemple, grosse campagne en Euroleague, champion de l'Euroleague, joueur précieux en équipe de France qui va jusqu'en finale. Pour moi, ça peut gagner le trophée, effectivement. Je ne sais pas pourquoi je suis passé à côté de Mathias Le Sort en disant les noms. Gershon, ça marche aussi. Juste, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme le Ballon d'Or ou le Mhm. MVP. C'est le Ballon d'Or, est-ce que tu veux que ça soit le meilleur joueur du monde ou est-ce que tu vois celui qui a gagné, le meilleur joueur de l'équipe qui a gagné le trophée le plus important de l'année? Ça montre que toi, j'imagine que ça te saoulerait que Cristiano Ronaldo soit Ballon d'Or chaque année ou Messi soit Ballon d'Or chaque année. Et Moi, paradoxalement, moi aussi d'ailleurs. ça m'a saoulé pendant 15 ans, hein. Moi aussi, je suis assez d'accord. Le moment où ils ont changé le système du Ballon d'Or, là, on a perdu Théo. On a gardé les footeux. C'est vrai que le moment où Messi et Cristiano Ronaldo commençaient à avoir tous les Ballons d'Or sous prétexte juste qu'ils étaient finalement les meilleurs joueurs du monde, c'est vrai que moi aussi, ça m'a saoulé. J'aimais bien quand chaque année, le Ballon d'Or, ça récompensait, bah voilà, Le quand il y mec a qui eu a le des plus brillé Michael sur la Owen, saison. Sur la saison. enfin, qui a le plus brillé? Dans une équipe qui a été forte, on est Non, d'accord. dans une équipe qui a gagné quelque chose, tu vois, Bon, ouais. pas toujours, je suis d'accord, mais tu vois, voilà,
Zidane en 98, il a le ballon d'or, tu vois? Il y a une forme de logique. Hem, Wesley Sneijder l'a jamais eu au final le ballon d'or, par exemple, tu vois? L'année Non, mais où les Pays-Bas font finale de coupe du monde, j Snyder, Ribéry ouais, et Thierry Henry, des saisons, ouais, enfin, on eux, ils ont 0 ballon d'or, alors que sur une saison, ils ont été au-dessus largement des mecs qui ont gagné le ballon d'or. De mon point de vue, hein, mais bon, c'est autre chose. et moi aussi, tu vois, je penche plutôt là-dessus. C'est comme le MVP, je le donnerais pas chaque année au meilleur joueur de la ligue, j'aurais pas donné 6 MVP à LeBron James, tu vois? Mais je comprends le raisonnement, on se dit: «Mais attends, c'est le joueur», alors c'est pas le meilleur joueur français de l'année, c'est le joueur français de l'année, c'est là où il y a le truc. Mais si les gens interprètent ça comme le meilleur joueur, pour moi, le meilleur joueur français de l'année, c'est Wembanyama, en fait, sur le Mmh. niveau de jeu. Mais, tu vois, c'est juste ça pour ça que je trouve c'est pas forcément un scandale, c'est toujours une question de définition. Wembanyama, hommes-femmes confondus, le meilleur français cette année, le meilleur basketteur français, c'est Wembanyama, en fait. Ouais, Déjà à mmh, son âge, tu vois? Déjà à son âge, je trouve que c'est Wembanyama et j'ai pas de problème avec ça, mais et c et c et sur faut ses définir. accomplissements, c'est vrai que c'est quand même fort d'être Roy et deuxième du Deep Boys, même si perso, je lui aurais pas donné le deuxième du Deep Boy Mmh mh. et il fait lui aussi, il finit meilleur marqueur, rebondeur, passeur de la France aux Jeux olympiques. Après, on en a parlé, c'est des chiffres qui peuvent être un peu parfois trompeurs, il s'est trop sur quelques matchs, mais il fait une énorme finale. Hem, je serais pas si scandalisé que ça si c'est lui qui a le trophée, mais c'est vrai que dans le fond, je te rejoins, la définition, j'aimerais pas que ce soit le meilleur joueur parce que sinon Wembanyama pendant 10 ans, il va l'avoir le trophée alors. Bah, c'est ça. Si on lui donne cette année, on va lui donner sur 10 ans. Dans ce cas-là, ça va être très bizarre quand du coup, au bout de 3 de suite, on se dira: «Ah ouais, mais non, là quand même, ça fait beaucoup. Ah viens, on le donne à un tel parce qu'ils sont allés en demi-finale de l'Euroleague avec Monaco», tu vois? Donc Mmh. je suis assez d'accord, mais je comprends le monde où Wembanyama gagne ce trophée. Ouais, bah, tout dépendra, des critères, retenus, de ce que le comité qui va décider, va choisir parce qu'effectivement, oui, le meilleur basketteur à l'heure actuelle de tout cela, c'est oui, c'est Victor Wembanyama. Mais, c'est pour ça aussi, par exemple, si c'est ça qui est retenu, il faut faire 2 trophées. Parce que du coup, à quel moment est-ce que les filles, dont tu sais que je défends l'intérêt de la compétition féminine à chaque fois, mais du coup, elles ont jamais de chance de gagner si c'est ça le critère principal retenu. Moi, j'ai toujours considéré et pareil pour le ballon d'or en foot, que c'était la personne qui a le plus marqué la saison de par ses accomplissements collectifs et individuels. C'est un peu ça. Il y a, bon, bah, c'est un peu ça peut être fourre-tout, hein, parce que sinon sur le niveau, oui, Wembanyama a été le meilleur basketteur français de la saison. Mais moi j'aime pas, j'aime bien le côté photographie de la saison, je le dis à chaque fois comme pour les MVP. J'aime bien me dire: «Ah bah, c'est cette année-là où Pana a gagné l'Euroleague, où machin était déterminant dans les JO». Voilà, c'est un peu ça, tu vois? Mais sur cet aspect-là, Gobert est pas si loin de Le Sort et Yabusele, hein. Bah, Ils ont fait une c'est très pour ça que grosse je le mets saison top 3. régulière, C'est pour ça que très je sais grosse pas pour saison. qui j'aurais voté, pour les gars. Mais j'aurais peut-être mis ces 3 là un cran devant. Ouais, allez, je veux bien accepter de mettre quand même Wembanyama et allez, il y a ces 4 là qui se détachent parce que le 5e, je crois que c'est Nicolas Batum. Il y a Bon, Nicolas Batum et Franck Seguela. voilà. Alors pour le 3-3 aussi, c'est ouais, c'est différent. Enfin, je pense pas que les gens vont voter Je pour je me Seguela. Oui, je me demande même si, alors attention, énorme respect à Franck Seguela et l'équipe de 3-3, mais je me demande si c'est pas presque politique à un moment de mettre, Ouais, un peut-être. représentant du 3-3, tu vois? Sachant Ouais, qu'ils pourquoi font pas. finale des Jeux olympiques quand même. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Mais bah, il devrait moi Pardon. ça me dérange pas qu'il y ait plusieurs trophées différents. Un seul trophée, c'est un peu, voilà. Il y a des catégories, meilleur jeune joueur de l'année, c'est enfin, je trouve ça sympa. Je trouve aussi qu'on se souvient que c'est cette année-là que ce mec-là a eu son éclosion, par exemple, ce mec-là ou cette fille-là, peu importe. Moi, à trouver un trophée, comme ça qui mélange tout, je suis pas fan. Mais bon. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Bon, on verra ce que ça donne et on verra s'il y a un jour un changement, Mmh. dans la manière dont est formulé le trophée Alain Gilles, Mais s'il y aura d'autres trophées. votez pas Wembanyama, s'il vous plaît. Juste parce qu'il va être tellement fort et il y aura tellement d'années où c'est-à-dire que ça invisibilise, tellement de monde. C'est-à-dire que si ni Yabusele ni Le Sort, pour moi, ne gagnent, alors que les mecs, qui sont en finale de l'Euroleague, où ils gagnent Ouais, l'Euroleague en étant ultra déterminants dans la campagne, ils ont 0 chance de gagner et ça veut dire que, bah, l'Euroleague, on s'en tape, quoi, tu vois? Et je dis ouais, ça c'est en vrai. étant un ultra consommateur d'NBA bien plus que de l'Euroleague, tu vois? Mais quand je dis: «Votez pas Wembanyama», j'exagère. C'est c'est pas du tout contre Victor, mais c'est juste pour moi, si cette année, il est devant toutes ces personnes-là, bah, faut vraiment donner lui tous les ans dans ce cas. On sait que ça va être le meilleur joueur français, peut-être le meilleur joueur du monde pendant 10-15 ans, donc si sur cette année-là, on lui donne, je serais un Ouais. peu, voilà.
Non, tu m'as convaincu, tu m'as convaincu, je partage ton point de vue. Allez, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouve évidemment demain pour un nouvel épisode. Bonne journée à tous. Ciao.